Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le vendredi 5 juin 2026 et notre cher ami Alastair Crooke est avec nous. Bienvenue à nouveau, Alastair. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je voudrais commencer par ce qui s'est passé entre Israël et le Liban. Israël a annoncé qu'il allait frapper la ville qu'ils appellent Dahiya, dans la partie sud de Beyrouth, et ils ont demandé à tout le monde d'évacuer la ville. Ensuite, il y a eu la réponse iranienne, annonçant la même chose pour le nord d'Israël. Si Israël attaque Dahiya, ils feront la même chose dans le nord d'Israël. Quand on parle de ce type de soutien, de l'Iran vers le Hezbollah et du Hezbollah vers l'Iran, beaucoup de gens veulent comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est exactement, cet axe de la résistance? Nous savons que vous avez écrit un livre en 2009, Résistance, l'essence de la révolution islamique. Et vous y décrivez ce concept. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que la résistance? Quelle est l'essence de la révolution iranienne? Quel est l'état d'esprit de cette révolution? Mais pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur l'Iran et sur ce qui s'y passe aujourd'hui, ils peuvent se référer à ce livre. Il date de 2009. Alastair l'a écrit en 2009. Mais tout ce qu'il y disait reste valable, et on peut encore le retrouver là-dedans. Et puis il y a aussi l'autre texte, l'article que vous avez publié récemment sur votre Substack, intitulé « L'Iran saisit sa chance avec la guerre ». Vous parlez de la manière dont l'Iran réagit face à Israël. Alors, où en est-on aujourd'hui dans cette situation entre l'Iran, Israël et le Hezbollah? Eh bien, il y a eu un changement important dans la façon de penser en Israël. Je veux dire, pas seulement à propos du Liban, mais d'abord, on est passé à une nouvelle doctrine de sécurité. Et on est aussi passé à une nouvelle compréhension de ce qu'on appelle le Grand Israël. Pour certains, pas pour tous, le Grand Israël devrait être un projet messianique, un projet qui vise par la force des armes à réaliser ce Grand Israël et donc à rendre la rédemption possible, à la rendre réelle. Parce que selon ce courant en Israël, c'est une étape préalable à la rédemption et à l'arrivée d'un nouveau Messie. Mais sur le plan sécuritaire, les choses ont changé de façon spectaculaire, avec l'adoption de l'idée d'une sécurité permanente. Ils se sont donc éloignés de l'ancien modèle de doctrine de sécurité, celui qui existait, si vous voulez, depuis la fondation d'Israël. À cette époque, le Premier ministre avait dit très clairement « Nous sommes un petit pays, avec une petite population et des ressources limitées. Nous devons rester à l'intérieur de nos frontières et nous avons une armée professionnelle. Nous devons donc beaucoup compter sur les réservistes pour compléter les effectifs si nécessaire. » Mais c'était aussi une vision très clausewitzienne qui s'exprimait. La guerre n'était pas une fin en soi. C'était un moyen d'atteindre des objectifs politiques, des solutions politiques, des accords politiques. Et tout cela, voulu à l'origine par Ben Gourion, a été complètement renversé pendant cette période, en grande partie à cause du 7 octobre. Les Israéliens en sont venus à considérer que ce qui s'est passé ce jour-là était une sorte d'holocauste contre eux. Ce n'en était pas un, mais c'est ainsi qu'ils le perçoivent. Et cette idée s'est profondément ancrée dans la conscience israélienne, je dirais, que c'était un holocauste, pas l'holocauste, mais un autre holocauste. Et cela a conduit à cette notion que par conséquent, l'holocauste n'est pas terminé, et que le 7 octobre montre qu'Israël se trouve toujours au seuil d'un nouvel holocauste. Qu'un autre holocauste est inévitable, qu'il viendra. Que l'holocauste n'est pas un événement du passé, mais un événement du présent, à notre porte. Et pour y faire face, il faut aller à la racine. Alors il y a une histoire derrière cette idée de sécurité permanente qui remonte en fait à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale.
L'idée de sécurité permanente et d'aller à la racine, c'était qu'on ne pouvait pas permettre à une population hostile de rester, ni à ses enfants de grandir en devenant hostiles à leur tour. On pensait cela d'abord dans le cadre du Reich millénaire, et il n'y avait pas de volonté d'accepter, disons, la moindre contestation ou inimitié envers ce Reich. Et donc, cette idée est apparue, et c'est pour ça qu'on voit, qu'on comprend que c'est la doctrine qui se cache derrière cette notion selon laquelle il n'y aurait pas d'innocents à Gaza. Les enfants deviennent des cibles, les femmes sont visées, parce qu'on veut aller à la racine du problème, ce qui revient à dire la fin des Palestiniens comme force capable de durer. Alors, pour être bien clair, parce que c'est important de bien comprendre ça, il y a pas mal de résistance au sein même de l'armée israélienne. On suit de près la presse israélienne en hébreu, et des Israéliens sérieux disent « Franchement, c'est absurde ». On est embourbé dans 7 guerres pour des objectifs qui ne sont même pas clairs. Nous n'avons pas les ressources pour ça, et nous sommes en train de perdre ces guerres. Peut-être qu'il est temps de revenir à la doctrine de Ben Gurion, selon laquelle Israël doit rester à l'intérieur de ses frontières. Mais bien sûr, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, en réalité, tout cela est présenté de cette manière. On dit que le danger, c'est que cette doctrine militaire de sécurité permanente, après le 7 octobre, s'est mêlée à une vision messianique, selon laquelle il faudrait s'emparer de tout ce territoire, le Grand Israël, parce que cela rapprocherait la rédemption. Et donc, ce qu'ils disent en réalité, sans le dire ouvertement, c'est qu'il faut repenser tout le concept du sionisme. C'est ça que ça veut dire quand on parle de revenir à Ben Gurion, de s'éloigner de cette vision messianique et de cette idée de sécurité permanente, qu'Israël ne peut pas continuer comme il le fait aujourd'hui. C'est bloqué. On est dans une impasse avec l'Iran et une impasse dans toutes ces autres guerres qu'ils ont provoquées et déclenchées en ce moment. Alors oui, c'est une explication un peu longue, je m'en excuse, mais c'est important de comprendre le contexte. C'est ce qui se cache derrière ce qui se passe au Liban. C'est ce sentiment-là, et c'est pour ça que, quand on parle de cessez-le-feu et tout le reste, beaucoup ne comprennent pas que la sécurité permanente exclut la présence du Hezbollah juste à côté des villes du Nord, ces villes proches de la frontière avec le Liban qui s'étendent jusqu'en Galilée. Et on dit, vous savez, selon cette nouvelle doctrine, qui n'est pas seulement militaire, mais qui a été largement intégrée par les Israéliens en général, celle de la sécurité permanente. La sécurité permanente, au fond, ne peut pas s'accommoder de l'idée d'un Hezbollah armé installé dans le sud du Liban. C'est de là qu'est parti tout ce processus. Ils ont d'abord essayé de le faire en convainquant une partie, pas tout le monde, mais une partie, du gouvernement libanais, notamment les groupes chrétiens, les maronites et certains sunnites, de s'engager à neutraliser le Hezbollah, à lui retirer ses armes et tout le reste. Et puis, on a fini par comprendre, assez clairement, que c'était impossible. Le gouvernement libanais n'était pas en mesure de le faire, même s'il en avait la volonté politique, ce qui était le cas de certains. Il n'aurait tout simplement pas pu désarmer le Hezbollah. Et le Hezbollah fait partie du gouvernement et plus largement du tissu même de l'État. Mais le gouvernement libanais essaie de changer ça, en disant « Non, en fait, l'État que nous voulons représenter, c'est l'ancien Liban, celui qui a été fondé par les Français comme une enclave chrétienne, à l'époque largement chrétienne. Et ça, c'était avant que le pays ne devienne le Grand Liban, qui incluait tout le Sud et bien sûr le Hezbollah. Mais c'est la Constitution, c'est comme ça. Même s'ils aimeraient revenir à cette période, à ces débuts où ce n'était qu'une petite enclave chrétienne, ce n'est plus le cas.
Et le Hezbollah n'acceptera jamais cette vision-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont dit « Non, on ne va pas désarmer le Hezbollah, on ne va pas s'en occuper, ni le détruire politiquement », alors Israël a répondu « Très bien, on va le faire nous-mêmes. » Et on va prendre le sud du Liban pour en faire un État tampon. Mais ce n'est pas un État tampon qu'ils sont en train de créer. Ils sont en train de créer un désert. Je veux dire, vraiment, c'est une guerre d'usure qui transforme tout en désert. Ils rasent tout. Il ne reste même plus un arbre par endroit. Et dans ce processus, ils tuent massivement des civils. Et la menace de Dahiya, elle a une histoire. Je m'en souviens bien, parce que j'étais au Liban en 2006. Alors, je me trompe peut-être de général, mais je crois que c'était Eisenkot qui parlait déjà à l'époque de la solution Dahiya. Il disait en gros que la solution Dahiya, c'était de raser Dahiya. Pour ceux qui écoutent l'émission, Dahiya, c'est un grand quartier du sud de Beyrouth. Ce n'est pas un camp retranché du Hezbollah, c'est un quartier ordinaire de la ville. Oui, il y a beaucoup de membres du Hezbollah qui y vivent, et aussi des gens qui leur sont opposés, mais ça reste simplement une partie de Beyrouth. Et ça a été gravement détruit. Beaucoup d'immeubles d'habitation ont été rasés en 2006. Mais voilà, ils veulent recommencer. Et cette fois, détruire encore davantage. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec la présence de commandants du Hezbollah. Bien sûr qu'ils ne sont pas là. Tout le monde connaît la menace. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont déjà évacué. Non, c'est une punition. Ils veulent punir le Hezbollah. Et ils pensent qu'en punissant suffisamment les civils libanais, ceux-ci se retourneront contre le Hezbollah. C'est un vieux refrain d'Israël. Il suffit de rendre la situation tellement insupportable que les gens chasseront tous les terroristes et qu'ensuite, tout ira bien. Voilà le contexte. Voilà ce que c'était. Et vous savez, l'Iran a réaffirmé quelque chose qui figurait déjà dans l'accord de cessez-le-feu à l'époque des discussions d'Islamabad. Vous savez, c'est un cessez-le-feu pour tout le monde, ou c'est un cessez-le-feu pour personne. L'Iran a dit dès le départ que ce devait être un cessez-le-feu pour tous les éléments de la résistance à Israël, au Yémen, au Liban, même à Gaza et dans la zone verte. Donc cela a été proclamé. Et le Hezbollah a été très clair, l'Iran aussi. D'accord. Mais si vous commencez à attaquer Dahiya, je veux dire, déjà au Liban, je crois qu'environ 3000 personnes sont mortes et 1 million ont été déplacées par ces attaques incessantes. Tsahal est toujours présente au Liban, dans le sud. Les forces sont là. Mais ce qui rend la situation particulièrement difficile du point de vue israélien et américain, c'est que le Hezbollah a riposté. Et il a riposté très durement contre les forces israéliennes à l'intérieur du Liban, alors qu'elles ont envahi le pays et commencé à détruire des maisons. Ils ont été attaqués. Et le Hezbollah dispose maintenant de nouveaux drones, des drones reliés par fibre optique qu'ils utilisent pour frapper des cibles militaires à l'intérieur de ces villes du nord d'Israël. En fait, ils sont en train de créer une zone tampon en Israël, équivalente à celle qu'Israël essaye d'établir dans le sud du Liban. Et ça cause beaucoup de pertes parmi les troupes, vraiment beaucoup. Il n'y a pas de chiffre officiel, tout est censuré. Mais on parle probablement de 8 à 10 victimes par jour. Pas toutes mortelles, mais 8 à 10 quand même. Autrement dit, ils perdent beaucoup de soldats, et cela devient insupportable pour l'opinion publique israélienne. Alors, quand Netanyahou, après un appel téléphonique de Trump, a dit « D'accord, nous n'attaquerons pas Dahiya à Beyrouth », eh bien c'était dans ce contexte-là. Nous n'allons pas attaquer Beyrouth. Il y a eu un véritable raz-de-marée de protestations à travers Israël contre lui pour avoir dit ça, pour avoir laissé entendre qu'Israël n'allait plus, qu'on n'allait plus lui permettre d'attaquer le Hezbollah au Liban.
C'est ce qu'on appelle la sécurité permanente. C'est un changement profond qui s'est opéré ces dernières années, en s'éloignant des anciennes notions de sécurité, plutôt classiques, vers cette idée de sécurité permanente, à la racine, celle selon laquelle on ne peut tolérer aucune menace, quelle qu'elle soit. Et donc, il y a eu une énorme réaction. Et je pense que ça va pas disparaître. Les conséquences vont continuer à se faire sentir. Il n'y a aucune chance qu'Israël recule. Alors, ce qu'ils ont fait maintenant, c'est qu'ils ont rencontré certains membres du gouvernement libanais, ceux qui sont favorables à Israël ou qui l'étaient, et hostiles au Hezbollah. Ils ont eu une réunion et ont dit « Bon, d'accord, faisons un cessez-le-feu et vous acceptez que le Hezbollah soit éradiqué. » Et le gouvernement a répondu « Non, on ne peut pas. On pourra peut-être créer quelques zones où le Hezbollah ne sera pas présent, mais on ne peut pas aller plus loin. » Et de toute façon, le Hezbollah dit « Laissez tomber. Nous ne sommes pas d'accord avec le cessez-le-feu négocié à Washington entre Aoun et les autres. » Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. C'est un enjeu majeur dans tout ce qui concerne la suite des relations entre les États-Unis, l'Iran, Israël et les États-Unis. Quand on entend ce genre de discours disant que le Hezbollah est un proxy de l'Iran, que le Yémen est un proxy de l'Iran, et ainsi de suite, quelle est selon vous la nature réelle de la relation entre l'Iran et le Hezbollah, entre l'Iran et le Yémen? Oui, j'ai vu ça. Vous savez, il y a cette idée, cette sorte de suggestion selon laquelle, d'une manière ou d'une autre, les chiites du Sud seraient des arrivés tardifs, des étrangers venus s'installer là. Mais ça ne correspond pas à l'histoire, parce que toute cette région, pendant de nombreuses années, était en réalité chiite. Ce n'est que plus tard qu'elle est devenue en partie sunnite dans certaines zones. Et les gens ne se rendent pas compte que c'est justement à partir du sud du Liban que la structure de l'État safavide a été construite. Ils ont pris les familles du sud, les familles savantes, issues des maisons et des institutions, pour bâtir l'État safavide, je crois, en 1501. Alors vous voyez, tout ce discours sur leur soi-disant petit supplétif. Eh bien, si on regarde l'histoire, ce sont plutôt les Safavides qui sont devenus les alliés des cheikhs libanais, et non l'inverse. Mais d'après mon expérience, quand j'étais sur place et que j'ai pu le constater, je dirais que, surtout dans le cas de Hassan Nasrallah, l'Iran le respectait énormément, pas seulement comme un homme d'État, un vrai homme d'État, mais aussi comme quelqu'un de sage. Et donc, la plupart du temps, c'était plutôt Hassan Nasrallah qui donnait des conseils à l'Iran, plutôt que l'Iran qui lui disait quoi faire. Ça, clairement, ça n'arrivait pas. En revanche, il se tournait vers lui pour obtenir des conseils politiques. L'autre point, Alastair, je sais que tu es au courant qu'il circule des rumeurs selon lesquelles l'Iran aurait réussi à se doter de bombes nucléaires. On dit qu'ils vont les utiliser, qu'ils vont faire une sorte d'explosion dans une zone du désert iranien, qu'ils vont mener une expérience, quelque chose comme ça. En ce qui concerne la situation avec l'Iran, d'après ce que je comprends, et je suis de près les médias persans, je n'ai vu aucun signe indiquant qu'ils auraient modifié la fatwa de l'ancien guide suprême iranien. Il n'y a aucun signe, et personne. Je pense que cette fatwa est toujours en vigueur. C'est pour ça que je reste un peu sceptique sur ce qui se passe. Et toi, quelle est ta lecture de la situation? Et surtout, quelle serait la nécessité pour l'Iran de chercher à obtenir la bombe nucléaire maintenant, alors qu'ils ont déjà atteint, sur le plan conventionnel, ce qu'ils voulaient obtenir face aux États-Unis et à Israël?
Eh bien, l'un des articles que j'ai écrits portait justement sur ça, sur le fait que l'Iran est désormais entré dans une nouvelle phase de dissuasion et dans une nouvelle phase de préparation à répondre par exemple aux États-Unis dans la zone d'Ormuz avec un blocus naval. Vous savez, toute perturbation de l'infrastructure du détroit d'Ormuz ou toute attaque contre la navigation iranienne, ça fait monter la tension. Et cette tension monte, comme on l'a vu ces derniers jours, contre le Koweït, contre les bases d'où ces attaques ont été lancées. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'un pétrolier appartenant à l'Iran a été visé par un missile Hellfire qui a frappé sa salle des machines. Donc, ce n'était pas un tir de semonce. C'était visé directement sur la salle des machines pour neutraliser le navire. L'Iran a donc réagi immédiatement en frappant l'aéroport et la base d'hélicoptères américains au Koweït. On voit donc se mettre en place une sorte de politique d'escalade où rien ne changera vraiment. Et je pense que de la même manière, la question du Liban, dont on vient de parler, fait partie de cette logique d'escalade. Vous continuez à tuer et à ne pas respecter le cessez-le-feu au Liban. Alors nous non plus, nous ne respecterons pas le cessez-le-feu en Israël. Nous attaquerons Israël. Vous affirmez que le Liban ne fait pas partie du cessez-le-feu? Très bien. Alors nous considérerons qu'Israël n'en fait pas partie non plus. Et nous allions intensifier avec des missiles et une lourde... Enfin, je pense que ce qui était prévu, c'était un énorme tir de barrage de missiles sur les villes du nord d'Israël. Donc oui, il y a bien un sentiment d'escalade, et ça se voit aussi dans la rupture des négociations. Il n'y a plus de négociations. Depuis cette période, depuis que ça a été annoncé, enfin d'après ce que je comprends, il n'y a même plus de messages qui circulent. C'est devenu complètement silencieux. Il n'y a plus rien. Alors votre compréhension de la fatwa semble, enfin, vous seriez mieux placé que moi pour le dire, mais d'après ce que je sais, il n'y a eu aucun changement concernant la fatwa, et on le saurait. Ce n'est pas quelque chose de secret, c'est un document d'État, un document religieux. Donc, la fatwa, autant que je sache, reste valable. Et pour la modifier, vous savez, beaucoup de gens en Occident pensent qu'il suffirait d'aller devant le Majlis, le Parlement, qu'il y aurait un vote et que ce serait réglé. Non, pas du tout. C'est une question religieuse. L'Iran a, si vous voulez, dans l'islam chiite, une doctrine de la guerre juste, un peu comme les chrétiens ont la doctrine augustinienne de la guerre juste. Il en existe donc une aussi dans l'islam, et elle est très claire sur certains points concernant l'attaque. Peut-on attaquer des innocents? On n'a même pas le droit d'attaquer sans prévenir. C'était déjà très clair à l'époque du prophète, et beaucoup de ces principes remontent à cet épisode, quand il était à la Mecque. Donc ce ne serait pas une question à débattre au Parlement, mais plutôt une question à discuter entre les mujtahids, c'est-à-dire des personnes qualifiées pour modifier la loi ou l'interpréter d'un point de vue juridique. Il faudrait donc, pour reprendre un mot afghan, une sorte de jirga de mujtahids qui se réunirait pour en débattre et avancer des arguments sur la pertinence de cette mesure. Contrairement à l'islam sunnite, l'islam chiite reconnaît ce qu'on appelle l'ijtihad, qui permet effectivement de faire évoluer la loi à condition que certains critères soient remplis. Par exemple, lorsque les anciennes règles ne sont plus adaptées parce que le temps a passé, que la vie a changé ou que de nouveaux événements rendent les décisions précédentes inappropriées. Mais selon moi, tout cela devrait d'abord être négocié entre les mujtahids avant de pouvoir être mis en œuvre. Ce n'est pas simplement au bon vouloir du guide suprême, sa décision. Bien sûr, sa décision serait la décision finale, mais elle serait d'abord discutée, débattue. Et je n'ai rien vu de tel pour l'instant, je dois le dire, ce qui pourrait laisser penser que ça n'a pas lieu.
Parce que même si le guide suprême ne se montre pas, avoir ce genre de discussion à Com, par exemple, serait tout à fait possible. Alors, quel est l'équilibre? Parce que c'est un débat qui dure depuis longtemps. Vous savez, je suis impliqué, d'une manière ou d'une autre, dans cette discussion sur le JCPOA depuis une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Beaucoup, beaucoup trop longtemps. Et c'est une question énorme. Est-ce qu'il y a vraiment un avantage pour l'Iran à posséder une arme? Je pense qu'il faut replacer tout ça dans le contexte général, parce que la politique occidentale de lutte contre la prolifération pousse en réalité certains États vers l'armement. Je ne parle pas spécifiquement de l'Iran, mais on peut comprendre que dans beaucoup d'endroits, des États se disent « Regardez la Corée du Nord ». Vous voyez bien, non? Est-ce que quelqu'un ose toucher à la Corée du Nord aujourd'hui? Non, tout le monde se tait. Donc oui, ça peut servir de moyen de dissuasion. Et c'est intéressant, parce qu'en ce moment, ce débat existe aussi en Russie. La Russie, elle, a l'arme nucléaire. Mais le débat là-bas, c'est que l'Occident n'en a plus peur. Leur pouvoir de dissuasion, en quelque sorte, ne fonctionne plus. La psychologie, vous savez, a pris le dessus. Les néoconservateurs ont tous dit « Écoutez, Poutine ne ferait jamais ça ». Enfin, vous voyez, tout ça c'est du vent. On n'a pas besoin d'y prêter attention. De toute façon, nous en Amérique, on gagnerait une guerre nucléaire et on est prêt pour ça. Donc, même avec la Russie qui est déjà une puissance nucléaire, ils sont obligés de revoir tout ça. En fait, la prolifération pousse les gens dans cette direction. Mais encore une fois, je pense qu'on peut se demander, dans le cas précis de l'Iran, si une admission d'armement avait été faite en secret, sans changement de la fatwa, comment cela serait perçu et quelle serait la réaction? Je pense que ce ne serait pas bien vu par la Russie et la Chine, qui, à ma connaissance, je ne fais évidemment pas partie de ces cercles, n'ont généralement pas encouragé les États à s'engager sur la voie de l'arme nucléaire. Mais ensuite, j'imagine que ça donnerait aussi l'occasion à certains de dire « Eh bien, Tulsi Gabbard et les services de renseignement se sont trompés. L'Iran préparait une arme depuis le début, et on vous l'avait bien dit. Et Trump avait prévenu, s'ils obtiennent une arme, ils s'en serviront. Ils frapperont l'Amérique. Israël n'existera plus. » Qu'est-ce qui va en sortir? Quel sera le résultat? Je pense qu'il faut regarder de très près comment tout ça, ce n'est pas seulement une question de manifestation, mais comment tout cela va évoluer. Comment ça va se passer en Amérique, et pas seulement en Israël, mais aussi dans le milieu financier juif américain, qui a une influence extraordinaire sur les États-Unis. Quelle sera la réaction? Où est-ce que ça va nous mener? Est-ce que ça nous conduira vers un accord? Ou au contraire, est-ce que ça nous en éloignera? Enfin, je devrais peut-être reformuler, parce que je ne pense pas qu'un accord soit possible entre l'Iran et les États-Unis dans les circonstances actuelles. Il y a, à mon avis, trop de raisons pour que cela n'arrive pas, pour que ce soit tout simplement impossible. Et peut-être que c'est pas si grave si ça n'arrive pas. On aura, disons, une paix sans vraie paix. Mais bon, peut-être que les gens peuvent vivre avec ça. Ce serait toujours mieux que l'alternative, c'est-à-dire une guerre totale pour régler chaque désaccord entre l'Iran et les États-Unis. Donc, c'est ce genre de questions qu'il faut examiner très attentivement. Parce qu'en ce moment, encore une fois, pour, je crois, la 12e fois, on entend dire « un accord est sur le point d'être conclu ». Mais quel accord au juste? Et est-ce que vraiment Trump est prêt à dire « oui, j'accepte que le détroit d'Ormuz soit sous le contrôle de l'Iran et que l'Iran impose certains droits de passage ». Est-ce que c'est vraiment ça la situation?
Parce que c'est un enjeu énorme. Ça changerait complètement la donne géopolitique au Moyen-Orient. Parce que vous savez, les États du Golfe finiraient par devoir faire face à la réalité. Et cette réalité, c'est bien celle-là. Et de plus en plus, l'Iran est en train d'imposer cette réalité sur le terrain, dans le détroit d'Ormuz, et de la faire fonctionner. L'administration est en place, le cadre juridique aussi, et donc les États du Golfe, comme beaucoup d'États européens, vont devoir commencer à repenser leurs relations avec l'Iran. Je veux dire, c'est là tout le levier de l'Iran, sans parler du fait qu'ils sont juste à côté des bases américaines et des infrastructures littéralement à leur porte. Donc une dissuasion qui peut être, si vous voulez, escalatoire. C'est tout à fait possible. Donc, ils contrôlent le détroit d'Ormuz et ils ont dans le Golfe des options d'escalade, avec la possibilité de frapper des cibles qui coûteraient plus cher aux intérêts américains que les dégâts actuellement subis par l'Iran. Ce sont des questions complexes, difficiles à vraiment démêler, à comprendre où se situe exactement cet équilibre et de quoi il dépend. Mais ensuite, on en revient à la question finale, celle de la Palestine et du Liban. Et l'Iran dit non, il faut arrêter les attaques contre les Palestiniens et les Libanais. Ça doit simplement cesser. Sauf que bien sûr, cela ne répondra pas à la demande israélienne d'une sécurité permanente telle qu'ils la conçoivent dans le cadre de ce que je viens de vous décrire. Donc, c'est il me semble, vous savez qu'on est en train d'aller dans une autre direction, que l'Iran se tourne vers une dissuasion de plus en plus agressive. Alors, est-ce que les États-Unis vont réagir par la force militaire? Je ne le pense pas en fait, parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas vraiment les moyens d'agir. Oui, bien sûr, ils peuvent faire comme Israël le fait en ce moment. Bombarder, frapper la banlieue sud de Beyrouth, bombarder Téhéran de la même manière, tuer des civils, détruire des immeubles d'habitation. Mais c'est un crime de guerre. Et je pense que ça compte beaucoup plus aux États-Unis qu'en Israël. Du coup, je ne suis pas sûr que ça va vraiment trouver beaucoup de soutien au Pentagone. Trump, à mes yeux, est un peu coincé dans cette situation. Il veut quelque chose qui puisse passer pour une victoire personnelle, un grand succès. C'est pour ça, je crois, qu'il parle autant du retour à l'uranium, même s'il dit maintenant qu'en fait, il s'en fiche, après en avoir fait le sujet central. Il dit, c'est enterré, c'est scellé, c'est fini. Bon, très bien, alors partez, allez-y. S'il n'y a plus de menace nucléaire, pourquoi rester? Pourquoi? Quel serait le but d'une attaque? Et qu'est-ce qu'elle chercherait à accomplir? Je pense que ce sont les questions qu'il faudra poser et qu'on posera sûrement au Pentagone. Qu'est-ce qu'on essaie de faire ici, Monsieur le Président? Si vous dites que le dossier nucléaire n'a plus d'importance parce que vous l'avez réglé, que même l'uranium enrichi n'a plus d'importance, qu'est-ce qu'on essaie de faire au juste? Mon dernier point, c'est que je ne vois vraiment pas l'Iran revenir à de longues négociations sur l'accord du JCPOA. Donc, je pense qu'en réalité, l'autre pilier de ce changement de politique, c'est d'abandonner l'idée même de négocier. De dire que tout ce concept d'un règlement nucléaire négocié n'est tout simplement plus possible. Parce que ce n'est pas juste un accord nucléaire où l'on se dit, bon, on fera ceci ou cela. Tu le sais aussi bien que moi. Les Israéliens vont insister, tu vois, pour qu'il y ait des visites non préparées. Ils voudront pouvoir les faire quand ils le décident. La plupart des inspecteurs viendront du Mossad et de la CIA, et ils iront partout où ils pourront. Et ce qu'ils feront aussi, c'est identifier tous les scientifiques
et les experts techniques iraniens, exactement comme la dernière fois, en exigeant d'interroger les personnes qui travaillaient sur le programme nucléaire iranien. Et tous ces gens-là ont ensuite été, par coïncidence, assassinés. Donc, franchement, j'ai du mal à imaginer que l'Iran accepte de reprendre cette voie. Alastair, quand on parle d'Israël, je pense qu'il y a deux problèmes en ce moment pour le pays. Le premier, c'est l'utilisation des drones et des roquettes. Et comme tu l'as dit, ils subissent des pertes à cause de ces drones. Ils n'arrivent pas à les contrôler. Comme on l'a vu avec l'ambassadeur israélien à l'ONU, il a expliqué à quel point le Hezbollah utilise efficacement ces drones pour frapper leurs cibles. Les batteries de défense aérienne, les systèmes de communication, les rassemblements de soldats, ils attaquent tout dans le sud du Liban et les roquettes tombent dans le nord d'Israël. C'est la réalité, la nouvelle réalité d'Israël. C'est pour ça qu'ils veulent passer à l'escalade, comme tu l'as mentionné, avec la doctrine de Dahiya, tout détruire. Parce qu'ils ne parviennent pas à vaincre le Hezbollah dans le sud du Liban. Il faut faire autre chose. Il faut faire monter la pression. Et l'autre point, du côté israélien, c'est qu'ils ne veulent pas que les États-Unis quittent la région. Ils veulent que les États-Unis y restent, parce que les bases qui ont été détruites permettent justement aux États-Unis de rester sur place dans ce type de conflit, avec une sorte de blocus qui est en cours en ce moment. C'est un conflit. Ce n'est pas une guerre d'usure. C'est un conflit d'usure entre l'Iran et les États-Unis. Et l'autre point concernant les États-Unis, c'est qu'on voit bien qu'ils manquent de réserves, qu'ils ont une pénurie dans leur stock. La rencontre entre Donald Trump et Xi à propos des minerais rares ne s'est pas bien passée. C'est pour ça qu'on a vu Rubio se rendre en Arménie pour conclure de nouveaux accords sur les minerais. Ils veulent remplacer ces armes, ces missiles, ces intercepteurs qui ont été utilisés pendant la guerre. Et maintenant, comme vous l'avez dit, Donald Trump se retrouve piégé dans une sorte d'impasse. Mais comment voyez-vous tous ces éléments se combiner et une sorte de calcul se mettre en place du côté de l'administration Trump? Quelle est la porte de sortie pour Donald Trump? Parce que s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de... Vous l'avez souligné, le point essentiel ici, c'est qu'il n'y a pas de véritable négociation entre les deux camps. Rien ne se passe. Je ne vois pas de porte de sortie. Franchement, je ne pense pas qu'il y en ait une. Rien qui lui permettrait, tu vois, de se vanter d'une grande victoire pour lui-même et pour l'Amérique. Et ce que tu viens de dire, je le partage, parce que tu sais, ce qui se passe en parallèle, et c'est assez incroyable, c'est qu'Israël, enfin Netanyahou, a lancé une grande opération en disant « Oui, peut-être qu'on peut se passer des 3,5 milliards de dollars de subventions annuelles qu'on reçoit des États-Unis. » Eh bien, en réalité, il y a un projet de loi qui est en train de passer au Congrès pour fusionner complètement les armées israéliennes et américaines. Les fusionner totalement dans le partage des données, de l'intelligence artificielle, des technologies, de la recherche et du développement, de la technologie des missiles, et même Republic Bisumang. Je veux dire une fusion complète des deux, de sorte que Israël et l'Amérique deviennent en quelque sorte interchangeables. Si on parlait en termes économiques, on dirait que c'est en fait une offre publique d'achat inversée. Les Israéliens chercheraient à prendre le contrôle des États-Unis, parce que l'armée, c'est une institution cruciale, et cruciale aussi parce qu'elle génère énormément d'argent. Le budget militaire est immense, et une partie de cet argent se répartit entre les États, les politiciens et d'autres acteurs. Donc au fond, la structure militaire, c'est le modèle économique de l'Amérique, l'État militaro-industriel. Et les conséquences de tout ça seront énormes si ça continue.
Je veux dire, pour l'instant, c'est juste que je crois que la Commission vient de l'adopter et a convenu qu'il fallait passer à l'étape suivante. Bien sûr, ce n'est pas fini, mais enfin, ce sont des choses assez extraordinaires qui semblent se produire aux États-Unis et qui en réalité vont changer toute la question de la souveraineté américaine. Donc oui, voilà. Et est-ce que tout ça est lié? C'est une grande question. Alors, est-ce qu'il est possible, dans ce genre de situation, que l'Iran ou Trump trouvent une porte de sortie, ou même que l'Iran envisage sérieusement, réfléchisse vraiment à la possibilité d'un accord, qu'il y ait un accord possible? Au-delà de ça, vous savez, il pourrait y avoir une situation où tout simplement, les deux camps se disent « D'accord, chacun fait un peu ce qu'il veut, le Hezbollah fera ce qu'il veut, et on adopte une sorte de laisser-faire. On laisse les choses aller, et on fait comme si on n'avait rien vu. » Ce genre de scénario, à mon avis, est assez probable. Mais en réalité, je ne suis même pas sûr qu'on en arrive là, parce que je pense que la prochaine étape, celle qui va vraiment changer toute la donne, ce sera quand l'Occident tombera de la falaise économique. Et il est probable que cette chute commence dès ce mois-ci. Personne ne sait exactement quand, ça pourrait prendre un peu plus de temps, mais en juin, vers la mi-juin, on pourrait commencer à voir les effets réels de l'action du Hamas sur les économies européennes, en particulier. Je pense que c'est justement le point clé en ce moment pour l'administration Trump. S'ils poursuivent le conflit dans le détroit d'Ormuz, quel impact cela va-t-il avoir sur l'économie américaine? Parce que l'économie des États-Unis est totalement liée à l'économie mondiale. Elle en fait partie. C'est même une part importante de l'économie mondiale. Et Donald Trump a utilisé les réserves de pétrole américaines pour stabiliser les marchés. Alors, combien de temps peut-il continuer avec cette même approche pour maintenir cet équilibre? Et est-ce que ce sera vraiment durable pour Donald Trump? Non, les stocks sont au plus bas. Ils ont touché le fond. Même la réserve stratégique aux États-Unis est vide. Elle tourne complètement à sec. C'est comme si vous aviez une cuve à fioul chez vous. Vous ne prenez pas les 10 derniers centimètres, parce que c'est de la boue. Eh bien, la réserve stratégique, en ce moment, c'est à peu près ça. Il ne reste plus que la boue. Donc, ils ne peuvent plus rien en tirer. Et les stocks en Europe sont dans une situation critique. Les gens font semblant. Ils prolongent l'illusion que tout va bien, que rien ne change vraiment. Mais ça va changer. Alors, que va-t-il se passer? Est-ce que ça va pousser Trump à capituler? Ce n'est pas dans son caractère. Il ne l'a jamais fait. Trump est de plus en plus dans un état mental, disons, étrange. Et il semble plus probable qu'il fasse quelque chose d'imprévu, d'imprévisible, et peut-être de très stupide en ce moment, mais sans aucun doute sous une énorme pression à cause de tout ça. Et son raisonnement n'est pas vraiment... Pensez-vous que cette initiative du Sénat et du Congrès, qui vise en quelque sorte à limiter le pouvoir de Donald Trump en matière de guerre avec l'Iran, va en réalité l'aider? Est-ce que ça pourrait lui offrir une sorte de sortie politique? Quand le Congrès le demande, quand le Sénat le demande, je dois les suivre. Est-ce que selon vous, ça va lui être bénéfique? Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit exactement le contraire. Il dit que ce sont des traîtres. Il dit que les 4 républicains qui ont voté avec les démocrates sont des traîtres. Donc il ne dit certainement pas « Ah, c'est un message pour moi, je devrais le prendre au sérieux ». Non, il dit plutôt « Ces gens-là sont des traîtres ». Je ne pense pas que ce soit dans sa nature, franchement. Encore une fois, il va s'en prendre aux autres et il va chercher à blâmer quelqu'un. Pour lui, tout le monde est responsable, sauf lui. Il trouvera bien quelqu'un à accuser.
peut-être Hegseth ou quelqu'un d'autre, ou c'était Massey, ou peu importe qui ce sera. Mais quelqu'un sera forcément tenu pour responsable de la situation. Donc je ne pense pas que ce soit une issue possible. Je ne vois pas vraiment de porte de sortie. Et il semble avoir écarté, ou comme le dit le New York Times, ignoré les avertissements sur les conséquences économiques. Et vous savez, ce n'est pas seulement une question de pétrole et de gaz. Le pétrole, ce n'est pas une seule substance. Il y a du pétrole léger, du pétrole lourd, et on ne peut pas faire de diesel avec du pétrole léger. Le pétrole lourd, lui, sert à d'autres usages. Et puis, il y a tous les autres éléments. Les produits pétrochimiques essentiels aux chaînes d'approvisionnement, des choses techniques comme l'hélium, les engrais et tout ça. Les prix des engrais explosent en Europe. C'est la saison des semis. Pour l'instant, on peut encore se procurer ce qu'il faut, mais dans un mois ou deux, la situation pourrait être très différente. C'est une situation vraiment grave et elle s'aggrave encore. Est-ce qu'il est capable, lui, de simplement se tourner vers Galibaf et de dire « Écoute, on arrête tout, on sort de là, terminé, pas d'accord, je n'en sais rien ». Je pense que c'est justement ça le point. Oui, c'est bien ça. Du côté des Iraniens, en tout cas, ils ne voient pas les choses autrement. C'est pour ça que Galibaf est sorti en disant que tout se décide sur le champ de bataille, pas à la table des négociations, parce qu'il n'y a tout simplement pas de négociations en cours. Et celui qui sortira avec un accord, quel qu'il soit, celui qui gagnera, c'est celui qui sera prêt pour le lendemain de cet accord. Celui qui sera prêt à riposter, à se battre sur le terrain. C'est cet état d'esprit-là du côté iranien. Je n'ai jamais vu, jamais entendu une telle chose venant d'eux. Vous vous souvenez peut-être de certaines déclarations des gardiens de la Révolution, mais là c'est différent. Le président du Parlement iranien, qui dirigeait la délégation iranienne, parlait de cette manière. Pour moi, c'est un changement stratégique majeur de la part de l'Iran. Eh bien, c'est justement ce dont je viens d'écrire. On est entré dans une nouvelle phase, celle de la dissuasion par l'escalade. C'est avant tout un moyen de pression, en attendant que l'Europe et l'Occident tombent de leur falaise économique. Et là, il faudra voir ce qui se passe. Mais à ce moment-là, est-ce que les États-Unis vont dire « Bon, on arrête tout, on plie bagages et on s'en va ». Je n'en sais rien. Ou bien, il se passe autre chose en Amérique. Je pense qu'on est dans une situation de très grande instabilité en Occident, parce que, vous savez, tout un ensemble d'idées, de doctrines, de principes même, se retrouve soudain mis à nu, creux, vide, et il n'y a rien de prêt pour les remplacer. Donc en fait, toute la vision stratégique, tous les horizons, s'effondrent d'un coup. Et Bruxelles, franchement, ne sait plus quoi faire. Elle s'agite dans tous les sens. Et puis, il y a d'autres problèmes, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais quand j'ai évoqué la Russie et ses armes nucléaires, eh bien, la Russie est en train de se rapprocher d'une position plus proche de celle de l'Iran, en disant qu'il faut une dissuasion par l'escalade face à l'Europe. Donc, tout le projet européen, qui consistait en quelque sorte à faire imploser la Russie par la pression, et surtout en ramenant l'Amérique en Europe pour pouvoir menacer la Russie d'une guerre. Tout ça est en train de s'effondrer. Je veux dire, l'Europe, dans l'état actuel des choses, n'est pas capable de faire la guerre à la Russie. Et maintenant, elle a perdu, disons, au moins l'Amérique de Trump. Peut-être qu'ils espèrent que la nouvelle administration, quelle qu'elle soit, ramènera l'Amérique dans l'OTAN, de retour en Europe, et qu'on retrouvera cette espèce d'entente habituelle entre, disons, les élites de Bruxelles et les nouvelles élites qui émergent à Washington. Moi, je ne pense pas que ça va arriver. Je ne pense pas du tout que ça va arriver. Je crois qu'il va y avoir une réaction dure contre l'establishment dans beaucoup de ces pays.
Alastair, juste avant de conclure, tu as mentionné que la Russie réévalue sa stratégie. Est-ce que ça veut dire que si l'Europe décide d'intensifier la guerre, ils vont avec ces drones? On sait comment ils les utilisent pour frapper des cibles en plein cœur de la Russie. Est-ce que ça va pousser la Russie à changer de stratégie et à viser certaines bases américaines en Lettonie? Et Eh bien, je ne sais pas quelles seront les cibles, mais c'est justement ça la stratégie. Ils ont été frappés par la manière dont l'Iran a, si on peut dire, choisi certaines de ses cibles, une cible vulnérable, et ses adversaires l'ont attaqué, ce qui a conduit les États-Unis à se retirer. Ils ont reculé. Donc la méthode d'une frappe de missile conventionnelle sur une cible européenne, enfin vous voyez, ce ne serait pas les pays baltes, parce que les pays baltes, eux, ne sont pas des décideurs. La Russie le dit très clairement, elle vise les décideurs. Les pays baltes, vous savez, un peu comme des petits chiens nerveux qui tirent sur la laisse à Bruxelles. Mais les vrais décideurs, ce sont surtout le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Et là, on parle des attaques de drones et de missiles en profondeur. Et la Russie dit, on en a assez. C'est la goutte d'eau. Surtout après la mort de tous ces enfants dans le dortoir, tués par des drones, pour la plupart des jeunes filles, des adolescentes. Les Russes ont été profondément choqués. Ils disent, on ne peut pas continuer comme ça. En gros, ils veulent envoyer un message à l'Europe. Et si le seul moyen de le faire, c'est d'envoyer un missile sur, eh bien, voilà. C'est pour ça que la Russie a annoncé, avec des détails précis, tous les sites en Europe qui fournissent une aide en missiles à l'Ukraine. Elle a dit, les voici. Voilà leur emplacement. Voilà où ils se trouvent sur la carte. Ce n'était pas un hasard. merci beaucoup, Alastair, d'être avec nous aujourd'hui. Allez sur conflictsforum.substack.com, vous y trouverez l'article dont je viens de parler. Le voici, on va le remettre à l'écran. Alastair l'a publié sur son Substack et il y a beaucoup d'autres nouveaux articles. Regardez, voici le Conflicts Forum, le Substack de Conflicts Forum. Le dernier article s'intitule « Le sérieux avertissement de la violence politique en Israël ». Et je faisais référence à l'article précédent qu'Alastair a écrit il y a un jour. Merci encore, Alastair, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Nima. Merci.